Le vent glacé de novembre sifflait dans les ruelles pavées de Montmartre, et Éloi, les mains tremblantes, ajustait son tablier noir, taché de café. Il avait 24 ans, un sourire qui charmait les clients, mais un secret qui le rongeait. Il aimait Julien, son collègue, et chaque regard échangé dans l'ombre du café Le Moineau était un risque. Ce soir-là, alors que les rires des clients emplissaient l'air, un cri perça la foule. Le patron, M. Garnier, venait de renverser un plateau de verre, accusant Éloi de sa maladresse. Éloi sentit son cœur s'arrêter. Les regards se tournèrent vers lui, et il baissa les yeux, les joues brûlantes. « Tu coûtes plus que tu ne rapportes, gamin !» aboya Garnier, un homme trapu d'une cinquantaine d'années, dont le visage rougeau trahissait une colère chronique. Le café, avec ses murs ornés de vieilles affiches et ses tables en bois usé, était un théâtre où Éloi jouait un rôle, celui du serveur modèle, hétérosexuel, discret. Mais ce soir, la mascarade semblait sur le point de s'effondrer. Julien, 27 ans, grand, avec des cheveux noirs en bataille et des yeux perçants, s'approcha discrètement pour ramasser les éclats de verre. « Laisse, Éloi, je m'en occupe », murmura-t-il, sa voix chaude contrastant avec l'hostilité ambiante. Leur complicité, bien que cachée, était une flamme fragile dans un monde qui ne pardonnait pas. Éloi hocha la tête, reconnaissant, mais la peur le tenaillait. Garnier avait l'habitude de fouiller dans leur vie, de poser des questions indiscrètes, et Éloi savait qu'un faux pas pouvait lui coûter son emploi. Le Moineau était plus qu'un simple café. C'était une institution à Montmartre, un lieu où artistes, touristes et habitués se croisaient sous les lampes tamisées. Éloi y travaillait depuis 2 ans, économisant chaque pourboire pour fuir un jour cette vie de mensonge. Il rêvait d'un avenir où il pourrait aimer Julien sans craindre le jugement, mais pour l'instant, il n'avait d'autre choix que de se taire. Julien, lui, était plus audacieux, plus libre dans ses gestes, mais il respectait le silence d'Éloi, conscient des risques. Ce soir-là, après l'incident des verres, Garnier convoqua Éloi dans son bureau exigu, derrière la cuisine. Les murs sentaient l'humidité et le tabac froid. « Tes pourboires de la semaine, donne-les-moi », ordonna Garnier, les yeux plissés. Éloi protesta faiblement, « Mais c'est mon argent, monsieur. » Garnier ricana, attrapant une liasse de billets dans la poche d'Éloi sans ménagement. « Tu veux garder ton poste? Alors ferme-la. » La honte brûlait Éloi, mais il ravala ses larmes. Il ne pouvait pas se permettre de perdre ce travail. Pas maintenant. En sortant, il croisa Julien près des poubelles, où ils échangeaient parfois quelques mots à l'abri des regards. « Il t'a encore volé ?» demanda Julien, la voix tremblante de colère. Éloi acquiesça, incapable de parler. Julien posa une main sur son épaule, un geste bref mais chargé de tendresse. « On ne peut pas continuer comme ça, Éloi. Il faut qu'on fasse quelque chose. » Mais quoi? Éloi savait que confronter Garnier, c'était risquer non seulement leur emploi, mais aussi leur secret. Les jours suivants, la tension monta. Garnier semblait prendre un malin plaisir à humilier Éloi en public, critiquant son service, ses manières, même son apparence. Trop délicat pour un homme, lâcha-t-il un jour devant un groupe de clients, provoquant des rires gênés. Éloi sentait les regards peser sur lui, comme si chacun cherchait à percer son masque. Julien, de son côté, bouillonnait, mais il se contenait, conscient que toute rébellion mettrait Éloi en danger. Un soir, alors que la pluie battait les vitres du café, un client régulier, un vieil artiste nommé Marcel, remarqua la détresse d'Éloi. « Tu as l'air d'un oiseau en cage, mon garçon », dit-il en posant une main ridée sur la table. Éloi esquissa un sourire triste. Marcel, avec ses cheveux blancs et son écharpe élimée, avait une bienveillance qui contrastait avec la cruauté de Garnier. « Parfois, il faut briser la cage », ajouta-t-il avant de partir, laissant Éloi songeur. Julien, lui, ne tenait plus. Il proposa à Éloi de confronter Garnier ensemble, de révéler la vérité sur les pourboires volés. « On ne peut pas vivre comme des ombres », insista-t-il, ses yeux brillant d'une détermination farouche. Éloi hésitait, déchiré entre sa peur et son amour pour Julien. Mais un événement allait bientôt tout changer, précipitant les 2 hommes dans une tempête qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Une semaine plus tard, le café Le Moineau vibrait d'une énergie fébrile. C'était vendredi soir, et la foule se pressait pour écouter un trio de jazz improvisé. Éloi courait entre les tables, son tablier taché de vin rouge,
tandis que Julien lançait des regards inquiets dans sa direction. Garnier, comme à son habitude, rôdait près du comptoir, surveillant chaque geste des serveurs. Ce soir-là, un incident allait faire basculer leur fragile équilibre. Une cliente, une femme élégante d'une trentaine d'années nommée Claire, laissa un pourboire généreux à Éloi, glissant un billet de 20 € sous sa tasse avec un sourire complice. « Pour ton service impeccable », murmura-t-elle. Éloi sentit une bouffée de gratitude, mais avant qu'il ne puisse ranger le billet, Garnier surgit, l'arrachant de ses mains. « Ça ira dans la caisse commune », grogna-t-il, bien que tout le monde savait que cette caisse n'existait pas. Julien, qui avait tout vu, serra les poings. Il s'approcha d'Éloi après le service, alors que le café se vidait. « C'est la goutte de trop, Éloi. Il nous vole, il t'humilie, et maintenant il parade comme si tout lui appartenait. » Éloi, les yeux baissés, murmura « Si je parle, il me virera. » Et s'il apprend pour nous, sa voix se brisa. Julien posa une main sur sa nuque, un geste intime qu'il n'osait que dans l'ombre. « On trouvera un moyen. Ensemble. » Le lendemain, un nouvel élément entra en jeu. Sophie, une serveuse récemment embauchée, une jeune femme française de 22 ans, pleine d'énergie et de curiosité. Elle remarqua la tension entre Éloi, Julien et Garnier, et commença à poser des questions. « Pourquoi vous le laissez faire ?» demanda-t-elle à Éloi un midi, alors qu'il nettoyait les tables. Éloi haussa les épaules, mal à l'aise. Sophie, avec ses cheveux blonds attachés en chignon et son franc-parler, semblait déterminée à creuser. Pendant ce temps, Garnier intensifiait ses provocations. Il avait pris l'habitude de fouiller les vestiaires des employés, sous prétexte de vérifier l'ordre. Un jour, il trouva une lettre dans la veste d'Éloi, une note manuscrite de Julien, rien d'explicite, mais assez tendre pour semer le doute. « C'est quoi ça ?» demanda Garnier en agitant la lettre devant Éloi, un sourire narquois aux lèvres. Éloi blêmit, balbutiant une excuse. « Rien, juste une blague entre amis. » Garnier plissa les yeux, mais rangea la lettre, sans insister. Pour l'instant. Ce soir-là, Éloi et Julien se retrouvèrent dans une ruelle derrière le café, sous une pluie fine. « Il sait quelque chose », murmura Éloi, paniqué. Julien secoua la tête. « Il bluffe. Mais on doit être prudent. » Pourtant, Julien avait un plan. Il avait entendu parler d'un groupe de défense des droits des travailleurs à Paris, et il voulait les contacter. « Il pourrait nous aider à dénoncer Garnier sans tout risquer », expliqua-t-il. Éloi, terrifié à l'idée de s'exposer, refusa d'abord. Mais l'idée germa dans son esprit. Les jours suivants, la pression monta encore. Garnier annonça une nouvelle règle. Les pourboires seraient désormais partagés équitablement, mais il était évident qu'il gardait tout pour lui. Sophie, indignée, commença à rallier d'autres employés, dont un cuisinier nommé Paul, un homme français d'une quarantaine d'années, discret mais loyal. Ensemble, ils formèrent un petit groupe de résistance informelle, murmurant leurs griefs dans les coulisses du café. Un soir, alors que le café était bondé, Garnier commit l'irréparable. Il accusa Éloi d'avoir volé un pourboire devant tout le monde, criant « Tu crois que je ne vois pas ton petit jeu? Tu penses que t'es plus malin que moi ?» La salle devint silencieuse, les clients mal à l'aise. Éloi, humilié, sentit les larmes monter, mais il tint bon, serrant les dents. Julien, incapable de se contenir, s'avança. « C'est vous qui volez, Garnier. Tout le monde le sait. » Un murmure parcourut la foule. Garnier, furieux, pointa un doigt menaçant vers Julien. « Toi, dehors. T'es viré. » Éloi sentit le sol se dérober sous ses pieds. Julien, son pilier, venait de risquer tout ce qu'ils avaient construit. Mais ce moment marqua un tournant. Sophie, Paul et même quelques clients prirent la parole, dénonçant l'injustice. Marcel, l'artiste, se leva et lança « Cet endroit vit grâce à eux, pas grâce à vous, Garnier. » La révolte grondait, et Éloi, pour la première fois, sentit une lueur d'espoir. La révolte aux moineaux avait laissé des traces. Le lendemain de l'altercation, Julien ne revint pas travailler, officiellement licencié. Éloi, dévasté, passa la journée dans un brouillard, servant les clients mécaniquement, évitant le regard de Garnier. Chaque tintement de tasse lui rappelait l'absence de Julien, et la peur de perdre leur lien le consumait.
Sophie, cependant, ne lâchait rien. Dans les vestiaires, elle chuchota à Éloi. On ne peut pas laisser Garnier s'en tirer comme ça. Julien avait raison, il faut agir. Elle avait contacté le groupe de défense des droits des travailleurs, qui proposait de recueillir des témoignages anonymes. Éloi hésitait, terrifié à l'idée de s'exposer, mais l'humiliation publique de la veille l'avait ébranlé. Il accepta de rencontrer un représentant, à condition que son identité reste protégée. Le rendez-vous eut lieu dans un petit bistrot discret du 11e arrondissement. Le représentant, une femme nommée Camille, française d'une trentaine d'années, avait un regard franc et une voix rassurante. « Vous n'êtes pas seul », dit-elle en posant un carnet sur la table. D'autres employés de petits commerces parisiens ont dénoncé des abus similaires. Si vous parlez, on peut construire un dossier. Éloi, nerveux, raconta les vols de pourboire, les humiliations, mais omit son secret avec Julien. Camille nota tout, promettant de rester discrète. Pendant ce temps, Julien ne restait pas inactif. Il s'était installé dans un petit appartement à Belleville et cherchait un nouveau travail, tout en encourageant Éloi par message. « Ne te laisse pas briser, Éloi. On est plus fort que lui. » Ces mots, bien que réconfortants, ne dissipaient pas la peur d'Éloi. Il craignait que Garnier ne découvre leur relation, surtout après l'incident de la lettre. Chaque jour au café, il sentait les yeux du patron sur lui, comme un prédateur guettant une faiblesse. Un soir, alors qu'Éloi nettoyait le comptoir, Sophie lui glissa un mot « Paul a trouvé quelque chose ». Dans la cuisine, Paul, le cuisinier, montra à Éloi une pile de reçus cachés dans un tiroir du bureau de Garnier. Il prouvait que les pourboires étaient systématiquement détournés. « Si on donne ça à Camille, on peut le faire tomber », murmura Paul, son visage marqué par des années de labeur. Éloi sentit son pouce accélérer. C'était une chance, mais aussi un risque énorme. Le lendemain, un nouvel incident vint compliquer les choses. Garnier, de plus en plus paranoïaque, annonça une réunion d'équipe. « Je sais que certains d'entre vous complotent contre moi », lança-t-il, son regard passant d'Éloi à Sophie. « Si je trouve le coupable, il regrettera d'être né. » Éloi sentit un frisson glacé le parcourir. Sophie, imperturbable, répondit « On veut juste ce qui nous revient, monsieur Garnier. » La tension était à son comble, et Éloi savait qu'il jouait un jeu dangereux. Ce soir-là, il retrouva Julien dans un parc près de la Seine. Sous les réverbères, Julien semblait plus déterminé que jamais. « J'ai parlé à un avocat bénévole, » dit-il. « Si on a des preuves, on peut porter plainte. Mais il faut que tu sois prêt, Éloi. » Éloi baissa les yeux, luttant contre ses démons intérieurs. Parler, c'était risquer non seulement son emploi, mais aussi son secret. Pourtant, l'injustice qu'il subissait et l'amour qu'il ressentait pour Julien le poussaient à envisager l'impensable. Les jours suivants, le plan se mit en place. Sophie et Paul collectèrent discrètement d'autres preuves. Des témoignages de clients, des reçus, même des enregistrements audio de Garnier ordonnant de lui remettre les pourboires. Éloi, bien que terrifié, participa, poussé par la solidarité de ses collègues. Mais un soir, alors qu'il rangeait les preuves dans son sac, Garnier entra dans les vestiaires sans prévenir. « Qu'est-ce que tu caches, Éloi » demanda-t-il, sa voix lourde de menace. Éloi sentit son monde vaciller. Éloi sentit son sang se glacer alors que Garnier se tenait dans l'encadrement de la porte, les bras croisés. « Ouvre ce sac » ordonna-t-il, son ton ne laissant place à aucune discussion. Éloi, les mains tremblantes, tenta de gagner du temps. « C'est juste mes affaires, monsieur. » Mais Garnier s'avança, arrachant le sac de ses mains. Les reçus s'éparpillèrent sur le sol, révélant leur plan. Le visage de Garnier se tordit de rage. « Traître! Vous complotez tous contre moi !» hurla-t-il, attirant l'attention de Sophie et Paul, qui accoururent. Sophie, rapide, ramassa les reçus avant que Garnier ne puisse les détruire. « Vous ne pouvez pas nier ça, monsieur Garnier. »« C'est fini, » lança-t-elle, défiant son autorité. Garnier, rouge de colère, pointa un doigt vers Éloi. « Toi, tu es fini ici, et je vais m'assurer que tout Paris sache qui tu es vraiment. » Cette menace, bien que vague, frappa Éloi comme un coup de poignard. Il savait ce que Garnier insinuait.
La rumeur de sa relation avec Julien, même non confirmée, pouvait le détruire dans un quartier où les préjugés persistaient. Sophie, sentant la panique d'Éloi, intervint « On a des preuves et on ira jusqu'au bout ». Garnier ricana, mais pour la première fois, une lueur d'incertitude traversa son regard. Cette nuit-là, Éloi ne dormit pas. Il appela Julien, la voix tremblante, et lui raconta tout. Julien, furieux mais pragmatique, insista « On doit aller voir Camille maintenant. Avec ses preuves, on peut le faire tomber. » Éloi, épuisé par la peur, accepta enfin. Le lendemain, ils rencontrèrent Camille dans un café discret. Elle examina les reçus et les enregistrements, hochant la tête. « C'est solide. On peut déposer une plainte pour vol et harcèlement. Mais il faudra des témoignages publics. Êtes-vous prêt ?» Éloi sentit son estomac se nouer. Parler en public, c'était s'exposer, risquer que son secret éclate. Julien, à ses côtés, serra sa main sous la table. « Je serai là, quoi qu'il arrive », murmura-t-il. Ce geste, si simple, donna à Éloi un courage qu'il ignorait posséder. Il acquiesça, bien que terrifié. Les jours suivants, le groupe s'organisa. Sophie mobilisa d'autres employés, et même quelques clients réguliers, comme Marcel, promirent de témoigner. Mais Garnier, sentant l'étau se resserrer, devint plus cruel. Il réduisit les heures d'Éloi, l'obligeant à travailler les pires shifts, et propagea des rumeurs malveillantes. Un matin, Éloi trouva une note anonyme glissée sous son casier. « On sait qui tu es. » Son cœur s'emballa. Était-ce Garnier? Un collègue? Un client? Julien, lui, refusait de céder à la peur. Il passa des nuits à planifier avec Camille, rédigeant des déclarations et contactant des journalistes locaux. Un article dans un petit journal parisien mentionna bientôt des allégations d'abus au Café Le Moineau, sans nommer Éloi ni Julien. La nouvelle fit l'effet d'une bombe. Les clients commencèrent à poser des questions, et Garnier, acculé, devint imprévisible. Un soir, alors que le café était presque vide, Garnier convoqua Éloi dans son bureau. « Tu crois que tu peux me détruire ?» lança-t-il, brandissant la lettre de Julien trouvée des semaines plus tôt. « Je sais ce que tu caches, Éloi. Si je tombe, tu tombes avec moi. » Éloi, paralysé, ne sut que répondre. Mais en sortant, il croisa Marcel, qui l'attendait près de la porte. « Ne le laisse pas gagner, mon garçon. La vérité est plus forte que la honte. » Ces mots résonnèrent en Éloi, éveillant une force qu'il ignorait posséder. Il décida qu'il était temps d'affronter non seulement Garnier, mais aussi ses propres peurs. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Éloi, Julien, Sophie et Paul travaillèrent sans relâche avec Camille pour finaliser leur plainte. Les preuves s'accumulaient, reçus, enregistrements, témoignages de clients. Mais la menace de Garnier pesait lourd. Éloi vivait dans la peur constante que son secret soit révélé, non seulement au café, mais à sa famille, à ses amis, à tout Montmartre. Un matin, un article plus détaillé parut dans un journal local, mentionnant explicitement les vols de pourboires au Moineau. Les clients commencèrent à boycotter le café, et Garnier, furieux, devint encore plus agressif. Il licencia Paul sous un prétexte fallacieux, accusant Sophie de sabotage et réduisant encore les heures d'Éloi. Mais le vent tournait. Les habitants du quartier, touchés par l'histoire, commencèrent à soutenir les employés. Marcel, l'artiste, organisa une petite manifestation devant le café, brandissant une pancarte « Justice pour les serveurs ». Éloi, bien que terrifié, trouva du courage dans cette solidarité. Il commença à parler plus ouvertement à Sophie et Paul, sans révéler sa relation avec Julien, mais en partageant sa colère contre Garnier. Sophie, avec son énergie débordante, devint le moteur du groupe. Elle créa une pétition en ligne qui recueillit des centaines de signatures en quelques jours. « On va le faire plier », répétait-elle, ses yeux brillants de détermination. Julien, de son côté, cherchait un moyen de protéger Éloi. Il savait que la plainte risquait de tout exposer, y compris leur relation. Un soir, dans son petit appartement de Belleville, il prit Éloi dans ses bras. « Si ça tourne mal, je veux que tu saches que je t'aime et que je ne regrette rien. » Éloi, les larmes aux yeux, murmura « Moi non plus, mais j'ai peur. »
Julien l'embrassa doucement, promettant de le protéger, quoi qu'il arrive. Le point de rupture arriva lors d'une confrontation publique. Garnier, acculé par la pression, organisa une réunion avec les clients pour clarifier les rumeurs. Mais Sophie et Camille avaient prévu leur coup. Elles firent irruption avec un dossier de preuves qu'elles distribuèrent aux clients présents. Garnier tenta de les interrompre, criant « Ce sont des mensonges ». Mais les clients, indignés, commencèrent à poser des questions. Éloi, tremblant, prit la parole pour la première fois. Il a volé nos pourboires pendant des mois. Il nous a humiliés. On ne peut plus se taire. La foule applaudit et Garnier, dépassé, quitta la salle sous les huées. Ce moment fut une victoire, mais aussi un danger. Le lendemain, Éloi trouva une nouvelle note dans son casier « Je sais tout ». Cette fois, il n'y avait aucun doute. Garnier allait utiliser leur secret comme arme. Éloi, désespéré, envisagea de tout abandonner, de quitter Paris, de fuir. Mais Julien, Sophie et Paul le convainquirent de tenir bon. Camille organisa une rencontre avec un avocat spécialisé dans les droits des travailleurs. Il confirma que leur dossier était solide, mais les avertit « Si vous allez au tribunal, tout sera public. Êtes-vous prêt à ça ?» Éloi sentit son cœur se serrer. Il n'était pas prêt à révéler son homosexualité au monde, pas encore. Mais il savait qu'il ne pouvait plus vivre dans l'ombre. Ce soir-là, sous les étoiles de Montmartre, Éloi prit une décision. Il allait parler, non seulement contre Garnier, mais aussi pour lui-même. Pour la première fois, il envisagea de vivre librement, d'assumer qui il était, même si cela signifiait affronter le jugement. Le procès approchait, et la tension à Montmartre était palpable. Le Moineau, autrefois un lieu de rire et de chaleur, était devenu un champ de bataille. Les clients se faisaient rares, et Garnier, désespéré, alternait entre menaces et tentatives de réconciliation. Il offrit même à Éloi une augmentation s'il arrêtait ses bêtises. Éloi refusa, soutenu par Julien et leurs alliés. Mais la peur d'être exposé grandissait. Une rumeur circulait dans le quartier. Garnier avait parlé à certains clients, insinuant qu'Éloi et Julien étaient plus que des amis. Éloi, terrifié, évitait désormais les regards, même ceux des clients qu'il aimait. Sophie, fidèle, tenta de le rassurer. Les gens ici sont plus ouverts que tu ne le penses. Et ceux qui ne le sont pas, eh bien, qu'ils aillent au diable. Julien, de son côté, cherchait à renforcer leur dossier. Il retrouva d'anciens employés du Moineau qui confirmèrent les abus de Garnier. Une femme, Marianne, française d'une quarantaine d'années, raconta comment elle avait été licenciée pour avoir protesté contre le vol de ses pourboires. Ces témoignages donnaient du poids à leur plainte, mais ils rendaient aussi Garnier plus dangereux. Il envoya un message anonyme à Éloi « Si tu continues, tout le monde saura ». Éloi, brisé par la pression, craqua un soir dans les bras de Julien. « Je ne peux pas, Julien. Je ne suis pas assez fort. » Julien, les yeux brillants de larmes, le serra fort. « Tu es plus fort que tu ne le crois. On va le faire ensemble. » Ce moment de vulnérabilité renforça leur lien, mais Éloi savait que le moment de vérité approchait. Le jour du dépôt officiel de la plainte, Éloi, Julien, Sophie et Paul se rendirent au tribunal, accompagnés de Camille. Les médias locaux s'étaient emparés de l'affaire et une petite foule de soutien, dont Marcel, les attendait devant le bâtiment. Éloi, tremblant, sentit une main dans la sienne. Julien, solide comme un roc. « On est là », murmura-t-il. Garnier, présent au tribunal, tenta une dernière manœuvre. Il engagea un avocat qui accusa les employés de diffamation. Mais les preuves étaient accablantes. Les reçus, les enregistrements, les témoignages s'empilaient. Garnier, acculé, commit une erreur fatale. Il mentionna la lettre de Julien devant le juge, insinuant qu'Éloi et Julien avaient une relation inappropriée pour discréditer leur plainte. Le juge, impassible, le rappela à l'ordre, cela n'a aucun rapport avec l'affaire. Ce moment fut un électrochoc pour Éloi. Garnier avait tenté de l'humilier une dernière fois, mais cela n'avait pas fonctionné. Pour la première fois, il sentit que son secret, bien que terrifiant, n'avait pas le pouvoir qu'il craignait. Encouragé par Julien, il décida de parler à Sophie et Paul. Dans un café après l'audience, il leur confia «
la voix tremblante, « Julien et moi on s'aime. » Sophie sourit, posant une main sur la sienne. On s'en doutait un peu. Et on s'en fiche. Vous êtes nos amis. Paul hocha la tête, ajoutant, « T'es courageux, Éloi. Plus que tu ne le penses. » Ce soir-là, Éloi sentit un poids s'envoler. Il n'était pas encore prêt à crier son amour sur les toits, mais il avait fait un pas. La solidarité de ses amis lui donna la force de continuer. Le procès prit une tournure décisive. Les témoignages des anciens employés, combinés aux preuves matérielles, accablèrent Garnier. Les clients, autrefois fidèles aux moineaux, se rallièrent à la cause d'Éloi et de ses collègues. Une collecte de fonds fut lancée pour les soutenir, et Marcel, avec son réseau d'artistes, organisa une exposition caritative pour sensibiliser à leur combat. Mais Garnier ne s'avouait pas vaincu. Il tenta de salir Éloi et Julien en répandant des rumeurs dans le quartier. Certains habitants, influencés par les préjugés, commencèrent à murmurer. Éloi, blessé, envisagea de quitter Montmartre. Mais Julien, toujours à ses côtés, le convainquit de rester. On ne fuit pas. On affronte. Un soir, alors qu'il marchait dans les ruelles éclairées par les lampadaires, Julien s'arrêta. « Éloi, je veux qu'on vive librement. Pas juste pour nous, mais pour tous ceux qui ont peur. » Il sortit une bague artisanale, tressée avec du fil d'argent, et la glissa au doigt d'Éloi. Ce n'est pas une demande en mariage, pas encore. Mais c'est une promesse. On traversera ça ensemble. Éloi, ému, ne put retenir ses larmes. Pour la première fois, il se sentit digne de cet amour. Le verdict du procès arriva un matin de décembre. Garnier fut condamné à rembourser les pourboires volés et à payer une amende pour harcèlement. Le moineau fut mis sous tutelle, et Garnier, humilié, quitta Paris. Éloi, Julien, Sophie et Paul célébrèrent dans un petit bar, entourés de leur soutien. Mais pour Éloi, la victoire était douce amère. Il savait que son secret, bien que protégé pour l'instant, restait une ombre sur son avenir. Encouragé par Julien et ses amis, Éloi décida de parler à sa famille. Il appela sa mère, une femme douce vivant à Lyon, et lui confia son amour pour Julien. À sa surprise, elle pleura, non pas de honte, mais de joie. « Je veux juste que tu sois heureux, mon fils, » dit-elle. Ce moment brisa les dernières chaînes qui emprisonnaient Éloi. Les semaines suivantes, Éloi et Julien commencèrent à reconstruire leur vie. Ils trouvèrent du travail dans un autre café, tenu par une femme bienveillante nommée Louise. Le quartier, bien que divisé, commença à accepter leur histoire. Marcel, fidèle, leur offrit une peinture, 2 oiseaux s'envolant d'une cage ouverte, symbolisant leur liberté. Mais Éloi savait que le chemin serait long. Les regards, les murmures, les jugements persistaient. Pourtant, chaque jour, il apprenait à marcher la tête haute, main dans la main avec Julien. 1 an plus tard, Montmartre avait changé. Le moineau, repris par Louise, était devenu un lieu d'accueil pour tous, où artistes, étudiants et amoureux de toutes sortes se réunissaient. Éloi et Julien, désormais serveurs en chef, y travaillaient avec fierté. Leur amour, autrefois un secret, était maintenant une lumière qui attirait les regards admiratifs. Éloi avait appris à embrasser son identité. Il participait à des groupes de soutien pour les jeunes LGBT, partageant son histoire pour inspirer les autres. Julien, toujours à ses côtés, organisait des soirées poétiques où il lisait des textes sur l'amour et la liberté. Sophie, devenue gérante adjointe, veillait sur eux comme une grande sœur, tandis que Paul, désormais chef cuisinier, apportait sa chaleur au café. Un soir, alors que le café vibrait au son d'un violon, Éloi prit la parole devant la foule. « Il y a 1 an, j'avais peur de qui j'étais. Peur de perdre mon travail, ma famille, ma vie. Mais grâce à Julien, à mes amis, à vous tous, j'ai appris que l'amour est plus fort que la peur. » Il leva son verre, les yeux brillants. À la liberté d'être soi. Julien, ému, l'embrassa sous les applaudissements. Marcel, dans un coin, esquissa un sourire, sa peinture des oiseaux accrochée au mur du café. Le moineau n'était plus une cage, mais un nid où chacun pouvait s'épanouir. Leur histoire, née dans la douleur et l'injustice, devint une légende à Montmartre. Elle rappela à tous que le courage de s'aimer,
malgré les obstacles, pouvait changer un quartier, une vie, un monde. Éloi et Julien, main dans la main, savaient qu'ils n'avaient pas seulement gagné contre Garnier. Ils avaient gagné le droit de vivre, d'aimer et de briller.